Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Alors aujourd'hui, dans notre épisode 255, nous allons échanger avec Laurence Roux-Fouillet. Bonjour Laurence. Bonjour Raphaëlle. Ravie de t'accueillir derrière le micro de Bulle de Bonheur. Je suis ravie d'être ici. Et puis cette fois-ci, on fait ça en présentiel, donc c'est quand même vachement sympa. On va parler avec toi d'un thème qui nous parle tous, la gestion du stress. Surtout en entreprise, parce que c'est ta grande spécialité. On va explorer ensemble les mécanismes du stress, et puis surtout, tu vas nous partager des outils concrets et pratiques. Alors Laurence, qui es-tu ? T'as créé l'espace du calme en 2005. T'es issue du monde de l'entreprise. Tu t'intéresses très tôt aux méthodes anti-stress. T'as une expérience de 20 ans de pratique de techniques de relaxation et de sophrologie et de praticienne en hypnose. Et puis tu viens de sortir surtout un livre, parce que gestion du stress et émotions, il y a quelques... ils sont assez cousins germains, ces deux-là. Et du coup, tu as sorti aux éditions Vuibert, Intelligence émotionnelle, comprendre ses émotions et améliorer sa relation aux autres. C'est dans la collection My Happy Job. Alors oui, effectivement, c'est un livre qui se propose, qui propose au lecteur 10 séances d'auto-coaching, c'est-à-dire un parcours pour qu'il puisse lui-même gérer un certain nombre de problématiques qu'il peut rencontrer dans le cadre du travail, à la fois pour comprendre comment il fonctionne par rapport à ses propres émotions, mais aussi comment ces émotions agissent sur ses relations avec les autres, toujours pareil, dans le cadre du travail, et trouver des pistes de solutions. Moi, j'aime pas les choses trop dogmatiques, non pas des solutions toutes faites, mais des possibilités d'évolution qui lui ressemblent. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Ce que j'ai trouvé très chouette dans ce livre, c'est le fait d'être d'abord très autonome, et puis surtout, c'est très pratique, très concret, c'est bourré d'exemples. Tu prends des cas que tu décortiques un petit peu. Du coup, je trouve que ça parle à beaucoup de monde. Tu reprends toutes les émotions les unes derrière les autres. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant aussi parce que malheureusement, tu te rends compte, toi comme moi, dans les accompagnements, qu'il y a quand même beaucoup de pauvreté autour du langage des émotions et combien c'est important. Plus on arrive à les nommer, plus on arrive finalement à leur mettre des mots dessus et des sensations corporelles tout autant. Absolument. Que finalement, on arrive au bout du compte à trouver des idées pour se sortir des situations délicates dans lesquelles on peut être. Oui, exactement. Donc, c'était de permettre de donner des clés, parce que finalement, tout le monde parle des émotions, mais est-ce que c'est une vue de l'esprit ? Est-ce que c'est une question de volonté ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui existe ? Et on sait que les émotions, elles y existent, puisque le cerveau produit les émotions. Il y a une partie même du cerveau qui n'est faite que pour ça. Et ce sont toujours des adaptations à notre environnement. Donc ça peut être un environnement physique ou ça peut être un environnement relationnel. Dans le cas d'espèce, c'est le plus souvent quand même un environnement relationnel. Alors c'est sûr que si on est en Californie au milieu des feux, on va ressentir d'autres choses par rapport à l'environnement physique. Et finalement, c'est l'environnement dans lequel on est commence à nous menacer lui aussi. Mais la plupart du temps, il s'agit surtout d'interactions qui peuvent être très quotidiennes et qui peuvent être aussi avec nos proches. À commencer dans le couple ou dans la famille, par exemple. Et puis, quelque part, plus on est proche et plus il y a d'affect et plus c'est compliqué et plus les petits tracas, les difficultés, elles prennent de l'importance et elles touchent profondément. Je trouve que de la famille, en fait, on admet tout, mais on ne supporte rien. C'est les deux. On a les deux. On est toujours prêt à... D'ailleurs, souvent dans les formations, je pense aux formations santé mentale, on dit toujours, mais est-ce que la famille, c'est un atout ou est-ce que c'est un problème ? Et la réponse, c'est les deux. Parfois, c'est un atout et parfois un soutien et parfois, c'est un problème. Tout à fait. Alors, si on démarre autour du stress, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu définirais le stress ? Alors, ma définition, elle va évoluer. Il y a 20 ans, les cas, les causes et les situations de stress que je voyais ne sont plus exactement celles que je vois aujourd'hui. Mais tout en sachant que le stress est un syndrome, donc qui a été identifié dans les années 40, c'est un syndrome d'adaptation, c'est-à-dire que l'organisme dans son ensemble, à la fois le cerveau et puis le corps, les organes, vont déclencher une chaîne de réactions
pour nous permettre de faire face à quelque chose qui est pas comme d'habitude et j'ai envie de dire qui quand même déstabilise ou provoque un choc. Bon, pour faire simple. Donc ce syndrome d'adaptation, il est au service de l'instinct de survie. On est vraiment là pour survivre. Donc c'est en observant d'ailleurs, en travaillant aux urgences, que Hans Selye, qui est un médecin américain, a découvert que certains des patients qui voyaient aux urgences avaient des symptômes qui étaient spécifiques des pathologies qu'ils avaient, et ils avaient des symptômes non spécifiques, mais qu'on retrouvait chez plusieurs patients qui avaient des pathologies différentes. Et c'est comme ça qu'il a identifié le phénomène, la réaction du stress, puisque le stress n'est pas une pathologie, c'est une réaction, un ensemble de réactions, et qu'il a commencé à se dire, mais comment on peut peut-être dominer. Alors moi j'aime mieux l'idée de maîtriser, je fais une différence entre la maîtrise et le contrôle. Comment on peut maîtriser surtout les effets, les conséquences du stress sur nous quand ce stress devient excessif. Quels sont ces syndromes, que ça soit extérieur, physique comme psychique, qui puissent montrer qu'une personne est en état de stress? Il y a 3 dimensions. Il y a une dimension physique qui va se manifester, par exemple, par des sensations d'oppression, une difficulté à respirer. On a la respiration du stress qui va être assez courte et haute, avec plutôt au niveau des épaules. Il peut y avoir une boule au ventre. Il peut y avoir le cœur qui accélère, des battements. On peut avoir des tremblements. On peut transpirer ou avoir froid. Donc ça, c'est un petit peu, ça c'est vraiment les aspects physiques. La deuxième dimension, elle va être davantage psychologique. On va être saturé de pensées. Donc on va vraiment, le cerveau va faire tourner en boucle des pensées inquiétantes, des ruminations. Alors on verra que ça peut être soit on ressasse, soit on anticipe. Mais en tout cas, les pensées vont être très présentes et vont avoir tendance un peu à obérer la perception, la conscience du quotidien, de l'instant présent. C'est pour ça que la sophrologie est intéressante, parce que c'est une thérapie, c'est une pratique du quotidien, de l'ici et maintenant. Et là, il y a un filtre entre ce qui nous entoure et puis nous. Et la troisième dimension, c'est la dimension comportementale. C'est-à-dire que je vais mettre en place un comportement en réponse à cette réaction. Donc on a toujours ces trois réactions, ces 3 dimensions, et souvent celle qui nous gêne le plus, c'est la dimension physique. Donc quand on prend sur soi, on empêche. Alors les effets, tu parlais tout à l'heure du stress. Pourquoi je dis que ça a évolué? Parce que de ce syndrome d'adaptation, le stress est devenu, quand on me parle de stress aujourd'hui, les personnes qui viennent me voir ou qui me disent en groupe, en conférence, en atelier, je suis stressé, ça veut dire je suis anxieux. Donc aujourd'hui, le stress est davantage, en tout cas le verbatim autour du stress est davantage lié à l'anxiété. Et l'anxiété, c'est une émotion qu'on connaît bien, c'est la peur. Et dans la tonalité des émotions, la peur, c'est le boss. C'est-à-dire que la peur, qui est une émotion de prévention du danger, elle va se déclencher toutes les fois où on pourrait se trouver en danger. Et pourquoi? Dans un réflexe archaïque, qui est dans notre ADN. C'est-à-dire que ce réflexe archaïque, c'est le réflexe, l'instinct de survie. Et ça nous protège aussi. Mais oui. J'en parlais dans un podcast qu'on a fait sur la peur. Et assez récemment, là, avec Angélique Gimnez, et en fait, elle disait quelque chose de très juste, c'est que c'est grâce à la peur qu'on est en vie. Mais bien sûr. Et ça, faut pas l'oublier. Voilà. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça que je dis, toutes les émotions sont positives. Parce que souvent, il y a 5 émotions principales, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût et la joie. Alors, on pourrait dire, pas de chance, il y en a qu'une positive. Non, elles sont toutes positives. Parce qu'elles sont toutes au service de l'instinct de survie, et particulièrement la peur, puisqu'elle va nous alerter face à un danger. Mais, dans beaucoup de situations, le cerveau confond un danger et un risque. Un risque, c'est un danger potentiel, mais on peut faire de la prévention des risques. On peut faire de la prévention des dangers. Mais le cerveau va avoir tendance à mettre tout au même niveau. Et ce qui a été un fort déclencheur ces dernières années, c'est la crise sanitaire. Et la crise sanitaire, pour moi, il y a vraiment, en tout cas moi en tant que praticien, il y a un avant et un après. Et en particulier parce que la crise sanitaire a fait remonter notre niveau de vigilance. Et pour cause, puisqu'on nous disait, il faut se tenir à distance des autres. 1 mètre, 10 mètres, si on croisait un jogger, on partait en sens inverse en poussant des cris. Il fallait faire attention à ce qu'on touchait, les surfaces, les masques, ouvrir les fenêtres, on parlait des microparticules, qui volaient dans l'air. Donc, on était face à un prédateur invisible qui pouvait être à la fois partout, et on s'est senti beaucoup plus menacé. C'est-à-dire que la menace, elle s'est rapprochée. Et comme cette vigilance chez tout le monde est remontée, ça a quand même fait remonter ce qui va avec la vigilance, c'est-à-dire l'appréhension.
Est-ce qu'il pourrait se passer quelque chose de grave? Tout ça, appréhension, inquiétude, anticipation, ce sont d'autres mots et peut-être d'autres degrés pour parler de la peur. Donc aujourd'hui, le stress, quelqu'un qui me dit ça me stresse, ça veut dire ça me fait peur. Il y a un truc pour lequel je suis inconfortable, ça m'angoisse à l'avance, puisque la peur est une émotion anticipative. À l'exception du stress post-traumatique, voilà, qui est une peur intense qui arrive après un choc et qui va arriver en décalage finalement par rapport à ce choc, où au moment du choc, l'instinct de survie a amené la personne à agir, ou parfois même à cliver, ou à s'inhiber, voilà, peu importe. Donc, absolument. Il y a quelque chose qui a été mis en place pour protéger la personne et la maintenir en vie, et la peur arrive après. C'est la seule, le stress post-traumatique, les chocs post-traumatiques, c'est le seul exemple. Mais dans 95% des cas, la peur, elle est anticipative. Donc, c'est toujours un stress par rapport à ce qui va se passer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, en plus, on a des sujets d'inquiétude qui sont largement entretenus par les médias, mais même par la situation nationale, mondiale, environnementale. Donc, des sujets de stress, ça reboucle en permanence. Donc, sur les causes du stress, on est en plus dans des sujets sur lesquels on n'a pas forcément de prise. On est relativement impuissant. La situation politique en France qui peut être préoccupante. Alors, elle peut être préoccupante parce qu'on a un citoyen, mais elle peut être préoccupante aussi parce qu'on a un métier qui ne supporte pas bien les instabilités politiques. Je pense aux gens qui travaillent dans l'immobilier. C'est jamais des périodes très florissantes. Donc, si je suis agent immobilier, je me dis quand est-ce que ça va s'arranger parce que c'est difficile pour moi et ça me touche au quotidien. Et en même temps, je peux rien y faire. Donc, on est un peu comme des rats de laboratoire enfermés dans un labyrinthe où on cherche des portes de sortie tout en vivant les effets du stress. C'est bon aussi d'être un peu stressé. Bien sûr. Maintenant, à partir de quand peut-on dire que le stress peut devenir un danger ? Je dis ça dans le sens où que le stress peut avoir un côté très positif, dans le sens où ça peut nous donner une forme d'énergie, une forme de dépassement de soi-même, d'aller se confronter, on relève un défi, dont après ça on peut tirer de la fierté, etc., etc. Maintenant, il peut y arriver que ce stress devienne négatif. Oui. À partir de quel moment voit-on qu'on a basculé ? Alors, Hans Selye, dont je parlais tout à l'heure, quand il a commencé à travailler sur le stress, il a dit exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a un bon et il y a un mauvais stress. Il y a un stress qui va être stimulant, qui est challengeant, qui nous pousse à sortir de notre zone de confort, mais à en ressentir de la fierté et de la satisfaction. Et ça amplifie nos ressources. Absolument. Donc, en termes de confiance en soi, d'estime de soi, c'est extrêmement porteur. Et d'ailleurs, on voit bien que dans beaucoup de situations, quand on commence à ronronner, on parlait du travail, on va aller se challenger sur un autre poste, ou alors sur un projet professionnel en se disant « Tiens, j'aimerais bien faire ça parce qu'on a envie de ressentir de la satisfaction et de la reconnaissance. » Donc ça, ce bon stress, on le connaît. Alors, où est le seuil ? Il y a deux psychologues américains qui s'appellent Yerkes et Dodson qui ont établi une courbe du stress, qui est vraiment... alors, une courbe qui commence par monter. Elle monte puisqu'on voit que le niveau de satisfaction, d'implication, de motivation dans le travail va être directement corrélé à l'intérêt. Donc vraiment dans cette courbe, on va croiser l'intérêt dans ce qu'on fait et puis ce qu'on va ressentir. Donc là, la courbe, elle monte sur ce fameux stress positif. On va arriver à un plateau où là, on a trouvé le bon équilibre, où on a la sensation de se réaliser et de le faire avec du défi, mais finalement une certaine facilité. Mais nous avons chacun un seuil. Et ce seuil, c'est le moment où, en fait, on n'a plus suffisamment de ressources pour faire face aux enjeux, puisque le stress, c'est ça, c'est un déséquilibre entre les ressources qu'on possède et puis les enjeux auxquels on doit faire face. Et là, on a cette perception qu'on est un peu au bout de nos ressources, voire même qu'en termes d'énergie, alors je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, physique, psychologique, intellectuelle, et comportemental, relationnel, on a donné tout ce qu'on avait à donner, on ne peut pas donner plus, on a épuisé, vidé tous les réservoirs, et là, la courbe, elle descend. Et on va rentrer dans des zones de risque, de burn-out, voire de dépression, de forte anxiété, d'anxiété chronique, voilà. Et je pense que c'est à chacun de nous de bien connaître là où est notre limite, là où est notre seuil. C'est-à-dire qu'on va vraiment dans cette zone de confort, donc dans cette courbe, on a le milieu de la courbe qui est là où il y a suffisamment d'intérêt pour qu'il n'y ait pas d'ennui, mais il y a suffisamment de moyens pour qu'on ne soit pas désespéré. Donc on va rester toujours dans le milieu de cette courbe, et là, c'est super.
Dès qu'on commence à passer du côté obscur de la force, il y a un risque. Voilà. Et il y a un risque dans les 3 dimensions physiques, psychologiques et puis relationnelles. Relationnel. Ouais. Mais alors du coup, ce que tu es en train de dire, c'est que en fait, on n'a pas tous la même courbe Non. et on n'a pas tous un même seuil. Alors pour plusieurs raisons. Il y en a une qui tient aussi à l'expérience, parce que le stress a de la mémoire. Ok. Et le stress a la mémoire de nos expériences de vie. Donc la même expérience va être vécue différemment. Alors moi je le vois très clairement dans des entreprises où j'interviens au niveau de la même équipe ou du même service. Ils ont globalement le même cadre de travail, les mêmes impératifs, les mêmes enjeux, les mêmes deadlines, voilà, tout ce qu'on. Personne ne va réagir de la même manière. Donc, dans le stress, il y a une part individuelle. Alors oui, il y a une part collective. D'ailleurs, les entreprises travaillent beaucoup sur la part collective. Quand on parle de qualité de vie au travail, de RSE, on va être vraiment dans le fait de mettre en place les conditions optimales en termes de cadre de travail, d'outils, de management pour que les collaborateurs puissent s'épanouir. Mais chacun, à titre individuel, est aussi responsable, doit connaître d'abord sa résistance au stress, et de temps en temps poser des limites et dire « je ne peux pas accepter ce dossier supplémentaire ». Et ça ne veut pas dire que je suis pas légitime, que etc. Absolument. Avec tout ce qu'on connaît du syndrome du bon élève, voilà. Donc ça, c'est se connaître. Et puis aussi être en mode solution de temps en temps, en étant aussi force de proposition pour pouvoir vivre les enjeux, c'est pas forcément que des stress, mais les enjeux de la vie ou du travail avec le bon équilibre. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre niveau de stress et connaissance personnelle de ses propres émotions? Ah, moi je pense oui. Oui, absolument. Pour cette raison, déjà pour la raison de l'expérience. L'expérience, elle est enseignante, apprenante normalement. Et puis il y a aussi dans la connaissance de soi, il y a le fait de pouvoir parfois travailler sur des causes qui sont individuelles. Donc ce qu'on appelle des stresseurs, les déclencheurs de stress. Si je prends dans les stresseurs, il y a un stresseur qui fonctionne bien avec tout le monde, c'est une échéance. Quand on a une échéance, on va tous avoir une relation au temps, à l'échéance, qui est tout à fait personnelle. Ça, c'est ce que j'appelle des stresseurs objectifs. Si je travaille dans un service, si je suis DAF ou je travaille dans un service financier, comptable, etc., l'échéance de rendu, c'est le même pour tout le monde. Mais on a aussi des stresseurs subjectifs qui vont varier d'une personne à l'autre. Et il y en a certains qui sont plus importants. Alors, il y en a un qui est très important, c'est le perfectionnisme, qui est un surstresseur individuel sur lequel il faut travailler et qui n'est pas du tout... le perfectionnisme est un faux ami. J'ai fait un livre aussi complet sur le perfectionnisme parce que justement, ça entretient ces idées de manque de reconnaissance, de syndrome du bon élève, de syndrome de l'imposteur, Il y a plein de croyances qui viennent se loger là-dedans aussi. Croyances, éducation, plein de choses. C'est le parcours de vie de chacun. C'est pour ça que je parle de la part individuelle. Donc, plus on se connaît et plus on sait, par exemple, que travailler avec des gens qui ont peu d'affect, ça nous convient pas, soit j'essaie de changer les autres, soit j'essaie de me dire, ça glisse sur moi. Alors, ça se fait pas en 30 secondes, là, je le dis un peu rapidement, mais c'est tout le travail qu'on peut faire sur soi en se disant, est-ce que j'accepte, est-ce que j'ai envie d'être encore guidée par ces manières de fonctionner? Ou est-ce que je me dis que je peux choisir une manière de fonctionner différente ou apprendre une manière de fonctionner différente? Tu fais ça depuis 20 ans, cette gestion du stress. Est-ce que tu trouves, tu parlais tout à l'heure d'avant Covid, d'après Covid, les principales causes de stress dans la société aujourd'hui, c'est quoi? La plus grosse, c'est la peur du lendemain, avec toutes les formes qu'elle peut prendre. Donc, dans le travail, la peur du lendemain, c'est j'ai peur de perdre mon job. Ok, bon. Alors que on peut être objectivement face à des personnes à qui on va dire, mais vous allez jamais perdre votre travail. Enfin, où il y a très peu de risques, mais ça, le cerveau reptilien, il n'entend pas. Non, ça c'est sûr. Donc, la peur du lendemain, c'est toujours la peur du chasseur-cueilleur, qui dit est-ce qu'on aura à manger demain. Le fait de remplir les placards avec des paquets de pâtes et des rouleaux de papier toilette, c'est est-ce qu'on aura suffisamment de subsistance pour faire face, pour mon clan, pour ma tribu, pour ma famille, c'est toujours cette même peur. Donc la peur du lendemain, elle va après se projeter sur toutes les peurs liées à la sécurité. Le climat politique insécure est compliqué.
Le terrorisme, on a vu, la menace terroriste, à un moment, ça a été une grosse cause, ce qui est normal, d'insécurité. Là, on a fêté cette année, malheureusement, l'anniversaire d'événements dramatiques, tragiques. Ça reste quelque chose de fortement imprégné dans un pays où on est en paix. Bien sûr. À la différence d'autres pays où ils ont l'habitude d'être en guerre, où ils ont vécu des guerres, on est dans un pays où, pour notre génération, celle de nos parents et celle de nos enfants, la paix elle est évidente, mais c'est pas pour autant que la sécurité est assurée. Donc tout ce qui va toucher la peur du lendemain, je trouve que c'est assez fort. Et ça va se traduire parfois sur des petites choses. Alors après, ça peut se reporter sur la santé. Tout naturellement, au moment de la crise sanitaire, l'apparition du Covid, il y a eu une augmentation de l'hypocondrie. Chez des personnes qui avant n'étaient pas du tout hypocondriaques et tout d'un coup se sont mis à observer tous les symptômes de leur corps, toutes les manifestations. Alors si on y fait attention, il y a toujours quelque chose qui se passe. Bon, ça veut dire qu'on est vivant. Voilà, mais pour eux, ça voulait dire que j'ai peut-être un truc grave et que personne n'a trouvé. Et après, ça a des incidences nombreuses dans le quotidien. Allez, je change de regard. Maintenant qu'on a bien compris comment fonctionnait le stress, d'où il venait, comment on le définit, comment est-ce qu'on le perçoit chez soi, maintenant la question, et tous les éditeurs me reconnaîtront à travers cette question-là, que fait-on quand on a envie d'être concret et qu'est-ce que tu pourrais proposer comme petite piste pour mieux gérer son stress au quotidien? Alors, la première chose que je conseille, c'est de partir de ce qui gêne. C'est-à-dire, souvent la question que je pose aux personnes qui viennent me consulter, j'ai qu'est-ce qui vous gêne en ce moment? J'ai mal là, je dors mal, je cogite en permanence, c'est ça qui me perturbe et qui me gêne. Et super, on va travailler là-dessus. Donc on va commencer toujours par finalement la partie visible de l'iceberg, ce qui gêne. Tous les symptômes physiques du stress sont, alors ce que je dirais horriblement présomptueux, mais ils sont assez faciles à faire descendre. À partir du moment où on reprend la main, où on maîtrise, c'est-à-dire que c'est de la technique, la sophrologie c'est de la technique. Donc avec des techniques de respiration, de prise de conscience de soi, de détente du corps, parfois de visualisation, etc. On va modifier un certain nombre de paramètres au niveau du système nerveux autonome et ça va modifier en fait la manière dont le corps vit les choses. Et déjà ça c'est rassurant parce qu'on a l'impression de reprendre. Moi, je parle beaucoup du pilotage manuel, c'est-à-dire que le stress déclenche un pilotage automatique. Les émotions nous font fonctionner en pilotage automatique. D'ailleurs, le film Disney Pixar, vice versa, il est génial pour les émotions. Je suis d'accord parce que on a un poste de pilotage et il faut savoir est-ce que c'est les émotions qui pilotent. Alors, les émotions sont nos passagères, c'est-à-dire qu'elles ont toujours quelque chose à nous raconter. Donc, les émotions sont des compagnes de voyage qui doivent nous apprendre, nous enseigner à mieux fonctionner avec nous-mêmes et mieux fonctionner avec les autres. Voilà. Donc, les émotions, ce sont des messagères. Elles sont là pour nous raconter quelque chose sur nous. Mais ce ne sont pas les émotions qui pilotent. Les émotions ne conduisent pas notre vie. Non pas qu'il faille mettre un couvercle dessus, parce que ça, c'est pire que tout. On sait que les émotions sont des très bons lits pour la somatisation. C'est-à-dire la conversion sur le plan physique d'interactions émotionnelles qui n'ont pas été gérées, mais les émotions, elles doivent être prises en compte pour repasser en pilotage manuel et se dire, maintenant, comment je fais? C'est-à-dire que dans cette situation, il faut que j'en sorte, si possible par le haut. Ça ne veut pas forcément dire avoir raison. Parce que on n'a pas toujours raison, on peut pas toujours obtenir, en tout cas à l'instant T, ce qu'on voudrait obtenir. Parfois, on peut l'obtenir plus tard. Il faut être un peu stratégique. Mais en tout cas, les effets des émotions, comme les effets du stress, on peut agir dessus. Donc, si on arrive à faire bouger un peu les curseurs, je vais prendre la métaphore de l'avion. On a des cadrans là qui se sont un peu affolés. Si j'arrive par un pilotage habile à remettre les cadrans dans la zone de confort, tout de suite, je vais être sur autre chose et qui va être beaucoup plus vivable. Donc, je peux à nouveau y croire. Et le cerveau va se rassurer en disant, OK, on a repris le manche. Donc, on voit un peu où on va. Les émotions, c'est un orage émotionnel. On est au milieu d'un orage, mais le soleil brille toujours. Donc, il faut arriver à retrouver le chemin vers le soleil, c'est-à-dire là où on veut aller. C'est nous qui choisissons là où on veut aller. C'est pas les émotions qui choisissent pour pouvoir en sortir par le haut. Ce que je dis souvent, c'est que c'est nous qui détenons la télécommande de notre bien-être. C'est ça. J'aime bien aussi ta métaphore autour de l'avion, effectivement. Puis quand l'avion est stabilisé, c'est là où on peut le mettre en pilotage automatique, ce qui permet de pouvoir faire autre chose. Exactement. Donc ça développe la créativité. Oui, on comprend bien mieux que
la stabilité émotionnelle, en fait. C'est-à-dire, la stabilité émotionnelle, ça veut pas dire ne pas avoir d'émotions. Non. C'est comprendre ces émotions. Les émotions, c'est des trous d'air, finalement. Des trous d'air à l'intérieur d'un orage. Voilà, la différence entre contrôle et maîtrise. Voilà. Le contrôle, c'est une utopie. Exactement. C'est penser qu'on peut agir sur les autres ou sur les événements. Exactement. Il y a plein de choses dans la vie, alors heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, sur lesquelles on n'a pas de contrôle. J'ai pas de télécommande pour les autres. Je n'ai qu'une télécommande pour moi. Les autres ne changent que s'ils ont envie de changer. Alors je peux essayer de les convaincre, de les encourager, de les soutenir, mais je les changerai pas malgré eux. La seule chose que je peux changer, c'est la manière dont je le vis. Et est-ce que j'ai envie de le vivre d'une manière apaisée, sereine, ou est-ce que j'ai envie de me laisser tournebouler, chambouler, bouleverser, secouer, un orage émotionnel par les émotions? Je voudrais que on termine cette première partie et que tu nous parles du lien entre sommeil et gestion du stress. Oui, j'insiste beaucoup là-dessus. Je pose toujours la question de la qualité du sommeil. Le sommeil, c'est le nerf de la guerre. Parce que le sommeil est garant de notre énergie physique. C'est-à-dire du bon fonctionnement de nos organes et de notre cerveau, qui est un organe, pour pouvoir mener à bien, mettre en place les actions qu'on a besoin de mener au cours d'une journée. Le sommeil va être aussi va impacter directement notre attention, notre concentration, notre patience. Donc, un bon sommeil est garant d'avoir déjà un meilleur équilibre. Malheureusement, dans toutes les phases où on traverse des difficultés, des contrariétés, où il se passe des choses qui vont pas, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Comme les pensées sont très présentes, il y a beaucoup de cogitation, on va ruminer, parfois on ressasse quelque chose qui s'est passé, ou parfois on commence à anticiper sur quelque chose qui n'est pas encore là. Et ce travail mental, cette charge mentale, elle s'oppose complètement à l'assoupissement. Ou bien, alors, moins chez les adultes, puisque les adultes en général s'endorment bien, facilement, parfois même trop tôt, parce qu'ils sont fatigués. Chez les ados, c'est un peu le contraire. Mais on a tendance à se réveiller la nuit. On peut potentiellement, on est programmé pour se réveiller la nuit. Alors parfois on s'en rend compte, parfois on s'en rend pas compte. Si on se réveille la nuit et qu'on commence à cogiter, on fait remonter la vigilance. Et à partir du moment où on est dans du cognitif, la vigilance est en train de tricoter tout un tas de choses, on ne peut pas s'assoupir. Et le but, c'est de repartir rapidement dans le sommeil. On a, entre 2 cycles de sommeil, on a à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour se rendormir. Donc la priorité quand on se réveille la nuit, c'est de se rendormir. Mais le problème qu'on a, c'est que le cerveau anticipe sur des sujets qu'il juge importants. Il le fait d'autant plus qu'on est immobile. Donc il a de la place. Il a toute la place pour tricoter tous les sujets qu'il veut. Et en même temps, il pense qu'on est en train de rien faire. Donc, on est dans l'inaction alors qu'il se passe quelque chose de grave. Donc, c'est vraiment le mauvais combo. La nuit est vraiment le mauvais moment pour cogiter. Sans compter que la nuit, beaucoup de choses sont déformées. Absolument. Beaucoup de problèmes sont déformés, exagérés, amplifiés. Et quand on y repense le lendemain, parfois on se dit mais pourquoi j'ai pensé à ça? Vraiment, c'est un truc qui se règle assez facilement. L'objectif la nuit, c'est de se rendormir rapidement. Donc le sommeil, c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment ce qui va nous aider, nous permettre de maintenir une bonne énergie sur les 3 plans dont je parlais tout à l'heure et pouvoir faire face activement. Du coup, concrètement, par exemple, si on se réveille la nuit, au lieu de se mettre à penser, de toute façon, les pensées, on les maîtrise pas. Par contre, on choisit de les entretenir. Maintenant, donc, si jamais on se réveille la nuit, si on a une pensée qui nous arrive d'un sujet délicat ou difficile ou qui nous prend un peu la tête, c'est ce qu'elle de dire, on lui dit, tu files, toi, tu t'en vas. Et par contre, je pense à un endroit où je me sens bien, où j'aime être. Par exemple, c'est une très bonne idée. Oui, parce que tu as raison, les pensées, on les entretient. C'est-à-dire que je dis souvent, elles font du saut de mouton. Une pensée entraîne une autre pensée, qui entraîne une autre pensée, et puis alors là, on est parti, non pas ici et maintenant, mais ailleurs et dans un autre espace-temps. Donc, ce qui peut être bien, c'est tout ce qui va aider à défocaliser. Parce que se dire qu'il ne faut pas penser, c'est déjà penser. Donc ça marche pas. Mais dès qu'on peut défocaliser, alors ce qui aide beaucoup à défocaliser, c'est d'être beaucoup plus sur les sens. Donc tout ce qui va, c'est pour ça à nouveau la sophrologie est notamment une technique de pleine conscience. Elle est même
antérieure largement à la méditation de pleine conscience, mais elle se ressemble en certains points, de prise de conscience de tout ce qui est sensoriel. Si je demande au cerveau d'écouter mes sens, de prendre ce que mes sens me donnent, alors quand je suis dans mon lit, quel bonheur, je suis sur un matelas moelleux, j'ai une couette qui est bien chaude, je suis dans un endroit dans la pénombre, j'ai encore plein d'heures de sommeil pour reconstituer mon énergie, donc d'être vraiment beaucoup plus sur les perceptions. On peut effectivement, pour défocaliser ce que tu suggérais, amener le cerveau sur des images agréables, souvent ce qu'on appelle un lieu ressource, qui est plus il est connu et familier, mieux c'est. Moi, j'ai toujours, il vaut mieux le jardin ou même un parc dans Paris que vous aimez bien, plutôt que les Maldives où vous êtes allé une fois en voyage de noces. Voilà, partons sur des choses beaucoup plus familières parce qu'en fait, on a un référentiel. Donc, notre cerveau, il va retrouver ça, ces références. Il va dire, mais oui, j'aime bien le craquement de mes pieds sur le sol, j'aime bien cette odeur très particulière que je sens à cet endroit parce que je passe à tel endroit, ou tel arbre qui a telle particularité, etc., etc. Et là, c'est parti. On va être vraiment dans l'opposition, justement, à la cogitation. Et puis, n'oublions pas qu'on a 5 sens, donc on a de quoi aller les explorer. On peut sentir, on peut écouter, on peut voir, on peut toucher. On peut goûter. Le goût, voilà. Et du coup, c'est extrêmement intéressant dans ces lieux ressources. C'est très riche, oui. D'aller un petit peu travailler autour de tout ça. Merci de tout ce que tu nous as apporté sur cette gestion du stress et sur cette meilleure compréhension de ce qu'on peut chacun vivre à l'intérieur de nous. Donc, le stress, on en a tous. Maintenant, à nous de trouver les bons outils pour bien tenir la télécommande de notre bien-être. Et hop, je me lance. On va passer à la deuxième partie de notre interview. Et tes 3 synonymes de bonheur? Alors, bonheur rime avec bonne humeur. Ça, c'est un autre de mes ingrédients. Moi, j'ai un peu d'humour. Et l'humour m'a souvent aidé aussi à tenir la tête au-dessus de l'eau. Et je trouve que l'humour, c'est une manière de prendre de la distance. D'avoir un peu de hauteur, parfois de pratiquer l'autodérision. Donc ça, c'est mon premier synonyme. Le deuxième, c'est la sérénité. Pour moi, le bonheur, c'est vraiment cette attention paisible aux événements de la vie, dans la confiance. Et puis, c'est le partage. Avoir plein de choses, c'est bien, mais si on peut pas les partager avec les autres, ça sert à rien. Mais on est des êtres de relation avant tout. Voilà. C'est ce que je défends bec et ongle. On a besoin d'être en lien avec les autres. C'est tellement important de partager pour exprimer ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ses aspirations. C'est une manière de se connaître soi-même, de connaître ses propres limites. C'est tellement, tellement plein de vertus. Notre dernière question en 2 minutes. Qu'est-ce que tu aurais envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? Je leur proposerais bien de reconnecter et d'écouter leur enfant intérieur. C'est-à-dire l'enfant qui est en nous. Alors c'est aussi une approche qui peut être assez jungienne. Moi, j'ai constaté quelque chose, c'est que toutes les choses qui m'intéressent dans la vie, en fait, étaient déjà là quand j'avais 8-10 ans. Tous mes centres d'intérêt, toutes les choses qui vraiment me tiraient vers le haut étaient déjà présentes. Et puis, l'éducation, les études, la carrière, les cases à cocher font que on rentre dans des cadres, dans des moules, dans des choses et on met de côté toutes ces appétences, tous ces coups de cœur qu'on avait quand on était enfant. Et ça peut être bien de jouer avec son enfant intérieur et de temps en temps de dire mais de quoi t'as envie toi? Qu'est-ce que t'aimais bien faire? C'est pour ça que je suis revenue beaucoup aux activités créatives. Moi j'ai dessiné toute mon enfance, puis un jour on m'a expliqué que dessiner c'est un truc pour les bébés. Et que quand on est à l'école, c'est pas avec ça qu'on va faire carrière. Voilà. Non plus, Et puis quand on était à l'école, ce qui est important, c'est écrire. Alors le problème, c'est que écrire m'intéressait beaucoup, donc c'est pas pour rien que j'écris, mais donc ça a pris le pas. Et de plus en plus, je remets de la place pour ça, parce que je me suis rendu compte que c'est tout un pan de ma personnalité que j'ai laissé de côté. Et c'est dommage, parce qu'elle est extrêmement riche et qu'elle fait partie de notre authenticité. Notre enfant intérieur, moi, il y a beaucoup ça. Il y a cette authenticité qui fait que c'est ce qu'on est vraiment. On a beau mettre des vernis sociaux ou tout ce qu'on veut. Oui, c'est bien, mais il y a une part qui peut être frustrée. Donc, cette part qu'on entretient, qui peut être notre jardin secret. Alors, de temps en temps, j'ai des gens qui me disent « Oui, mais j'ose pas trop dire ça à mes proches. Ils vont trouver ça bizarre. » Moi, quand les gens ont vu que, passé 50 ans, je me remettais à faire des dessins, des collages, des trucs, ils me disent « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Voilà. Et puis non, il y a vraiment de la place pour ça. Donc, de vraiment
de reconnecter avec notre enfant intérieur, avec cette partie légère, joueuse, espiègle, ça va avec l'humour aussi, et qui peut nous emmener, voilà, jouer et faire des choses, aller peut-être sur d'autres chemins de temps en temps. Alors, il faut avoir un enfant intérieur qui soit aussi apaisé. Il y a certains enfants intérieurs qui sont très blessés. Qui est pas forcément... Moi, je fais une différence entre cette pulsion de l'enfant intérieur, presque cette étincelle de l'enfant intérieur, qui n'a rien à voir avec notre enfance telle qu'elle a été historiquement vécue, on va dire. Je ferai une différence entre les deux. C'est important de bien je ferai une différence entre les deux parce que on peut avoir vécu des événements traumatiques, malheureusement, ça arrive, et qu'en même temps, notre enfant intérieur, il a une part qui reste intacte. Absolument. C'est hyper important. Et justement, il faut l'autoriser à révéler ça, à exprimer sa lumière. Absolument. C'est pas parce que d'autres ont voulu l'éteindre qu'il n'a pas le droit justement d'exprimer sa lumière. Tout à fait, c'est très très juste. Très très juste. Alors on a une petite tradition à Bulle de Bonheur, c'est qu'on termine toujours nos interviews par une petite mousse. Alors la petite mousse, elle va être canadienne cette semaine. Elle nous vient d'un médecin, d'un endocrinologue qu'on appelle le père de la recherche du stress. Je pense que tu dois le connaître, il s'appelle Hans Selye. Et il nous dit: le stress ne vient pas de ce qui vous arrive, mais de votre réaction à ce qui vous arrive. Exactement. Donc, c'est une belle conclusion par rapport à tout ce que nous avons échangé. Je rappelle au passage donc ton livre qui vient de sortir, donc Laurence Roux-Fouillet, l'intelligence émotionnelle, comprendre ses émotions et améliorer sa relation aux autres, aux éditions Vibert et dans la collection My Happy Job. Merci Laurence de ta présence. Merci Raphaël. Et de tous tes bons conseils autour du stress qui, je suis certaine, seront de belles aides pour tous nos auditeurs. Avec plaisir. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de Bonheur est propulsé par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.